Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de Géopresse. Géopresse est votre émission qui s'intéresse essentiellement au sujet qui défraie la chronique et au cours de cette émission, nous décryptons, nous analysons pour proposer des solutions qui seront aussi utiles pour la bonne marche de ces pays. Dans ces nouveaux numéros, nous allons porter notre attention sur deux sujets. Le premier concerne la grogne sociale à laquelle fait face le gouvernement souminois. Les enseignants, le médecin ont déclenché une grève, question de revendiquer leurs droits. Et puis nous allons nous attarder sur la négociation de Luanda, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sont en négociation sous les auspices du président angolais Joao Lorenzo. Le lundi dernier, un accord a été trouvé. La République démocratique du Congo a obtenu le retrait des troupes rwandaises de son territoire et le Rwanda a obtenu le plan de mise en œuvre de la neutralisation de troupes rebelles et FDLR. Mesdames et messieurs, voilà donc le sujet qui fera l'objet de cette émission et je ne suis pas seul pour les aborder. Je reçois des journalistes, des habitués de Géopresse. J'ai à ma droite Don Moumat, il est ici journaliste politique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur Jojo. Et à ma gauche, donc à votre droite, j'ai Dieudonné Bonali, il est journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, spécialisé de questions économiques. Dieudonné Bonali, bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur dans mon mat, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous démarrons cette émission, on va commencer avec la revue de presse. Nous allons lire les journaux qui ont paru ce vendredi 18 octobre 2024 à Kinshasa. Démarrons avec le tri-hebdomadaire Géopolis Hebdo qui titre « Pétrole, prétendue rareté du carburant, Daniel Mukoko Samba et les pétroliers rassurent, il n'y a ni pénurie, ni problème de distribution. » D'après ces tri-hebdomadaires, contrairement aux fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains médias traditionnels concernant une prétendue rareté de produits pétroliers à la pompe, les autorités publiques et les acteurs du secteur privé prouvent les contraires à l'issue d'une réunion que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et les représentants du secteur pétrolier, jeudi 17 octobre courant, les deux parties ont rassuré qu'il n'y a ni pénurie de carburant, ni un problème de distribution des produits pétroliers, lit-on dans un communiqué de presse sanctionnant cette rencontre, rapporte Géopolis Hebdo. On va prendre un autre sujet, c'est avec Forum 2As qui parle du Nord Kivu. Parti en décembre 2023, la MONUSCO revient à Lubero. D'après ces quotidiens de la 11e rue, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo est de retour à Lubero. Ce comeback survient dans la province du Nord Kivu après le départ en décembre 2023. Motivé par une détérioration de la situation sécuritaire, ces retours suscitent, note le journal, néanmoins de préoccupations et des interrogations au sein des différentes couches sociales de la région. Et puis, le journal EcoNews parle de Kinshasa qui annule les appels d'offres sur le bloc pétrolier. Washington se rapproche de Dan Gettler, les dessous des cartes. Ces tri-hebdomadaires indiquent que quelque chose se trame entre Kinshasa et Washington au regard de la succession des événements entre les deux capitales. Lundi 14 octobre à Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a publié un communiqué actant l'annulation du processus en cours sur 27 blocs pétroliers. La procédure d'appel d'offres n'a pas
rencontré le succès attendu et ne permet pas à l'autorité d'attribution des droits d'hydrocarbures de présélectionner ou de sélectionner les sociétés ayant soumissionné. On va boucler cette revue avec Actualité CD qui parle du budget 2025. Le syndicat des enseignants seront associés aux travaux de la commission ECOFI de l'Assemblée nationale, promet Vital Caméré. D'après ces médias en ligne, les délégués des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale prendront part aux travaux de la commission économie et finances lors de l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par Vital Caméré, président de la Chambre basse du Parlement, lors de l'examen du projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Note ces médias en ligne actualité.cd. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Nous allons commencer avec nos sujets. On prend la situation relative à la grogne sociale de médecins, de enseignants qui sont en grève. Les gouvernements souminois ont subi une forte oppression de ces acteurs sociaux. Pour les enseignants, la grève avait commencé avec les enseignants et c'était d'ailleurs depuis la rentrée scolaire 2024-2025 et cette grève s'est élargie même jusqu'aux médecins. Dieudonné Boanali, cette situation est toujours récurrente. On pensait qu'avec ces gouvernements et les réunions de Mboudi, qu'une solution idoine a été trouvée quant à ces. Merci Djoudjo Moulamba pour la question. Cela fait 20 ans que cette situation perdure. Nous nous rappelons du premier accord signé entre le gouvernement de la République et les banques syndicales. Nous citons l'intersyndicale de l'administration publique, composé de tous les syndicats des différents ministères de la République. Et nous nous rappelons qu'en date du 12 février 2004, aujourd'hui nous sommes en 2024, ça fait 20 ans, un certain 12 février 2004, le gouvernement de la République avait signé un accord nommé accord d'Mboudi avec les banques syndicales de Kinshasa. Pour ceux qui ne connaissent pas Mboudi, Mboudi c'est l'un des quartiers de la commune de Mongafula, situé dans la partie ouest de Kinshasa, le long du grand et majestueux fleuve Congo. Et cet accord, j'ai fait quelques consultations documentaires. Cet accord prévoyait pour les huissiers, les derniers dégradés au sein de l'administration publique, l'équivalent de 208 $ américains par mois, tout en respectant la tension de 1 à 10. Et pratiquement, l'application de cet accord devait se faire de la manière suivante. On devait augmenter 10 000 francs congolais à partir d'avril 2024, les 2 tiers de 208 $ américains au mois de juin 2024. Les 1 tiers, soit les soldes restants de 208 $ en octobre 2004. 20 ans après, toujours rien. Le gouvernement signe des accords sociaux, mais le gouvernement ne les respecte pas selon les bancs syndicales. Ce n'est pas selon la rédaction de Géopolis ni Dieudonné Boanali. Nous faisons un saut 2004 à 2024, ce sera même 20 ans. On ne peut pas faire toute la nomenclature de tous les accords intervenus. Mais revenons un peu à 2024. D'après certaines analyses. Il y a un accord maintenant de Bibois. Vous évoluez, mais d'après certains analystes, les médecins seraient en train, les enseignants seraient en train de demander des trop. J'en arrive. Après les accords de Mboudi, il y a eu les accords de Bibois, les tout récents, signés le 26 août 2024. Si vous lisez bien cet accord, le gouvernement avait pris l'engagement, c'est le gouvernement souminois qui est en place, d'ajouter 50 000 francs congolais à chaque agent
et fonctionnaires de l'État, l'équivalent de plus ou moins 18 $ américains. L'ajout de 20 000 $ à la prime de gratuité. Là, c'était spécifiquement pour les enseignants. 50 000 francs congolais. 20 000 $, c'est pour la gestion, les fonctionnements. 20 000 francs congolais, pas dollars. 20 000 francs congolais à la prime de gratuité, là pour le secteur de l'enseignement, primaire et secondaire et professionnel. Le gouvernement avait promis aussi d'ajouter 50 000 francs congolais après l'élimination des fictifs et assainissement du fichier de la paye. Il s'agit des listings de la paye au niveau du ministère des Budgets et des Finances. Nous rappelons aussi que le gouvernement congolais a au moins 1 200 000 fonctionnaires civils, militaires et policiers. Dans ces nombres, vous avez 700 000 enseignants des écoles publiques, dont des fictifs et des fraudeurs qu'on doit élaguer de la liste. C'est pratiquement la moitié de l'effectif. Toujours dans la recherche de la rédaction, des enquêtes de la rédaction, nous nous sommes rendus compte, Jojo Moulamba, que chaque année, il y a grève à répétition dans les secteurs publics et c'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent dans l'actualité avec les mêmes revendications, des promesses non tenues par le gouvernement pour rappeler au gouvernement que non, vous devez tenir votre promesse. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs et le plus influent et ceux qui reviennent souvent, vous avez l'enseignement supérieur et universitaire avec les professeurs, assistants, chefs de travaux et administratifs. Et jusque-là, apparemment, on ne les a pas encore sentis depuis que ce Ils ne sont pas encore entrés en danse. Ils vont venir dans un moment à l'autre. Vous les souhaitez ou comment? Non, je ne le souhaite pas. C'est un cycle de revendications. Ils attendent souvent que quand les médecins déclenchent une grève, les enseignants suivent le pas. Les professeurs d'université, les assistants chefs de travaux administratifs emboîtent les pas aux autres. Et puis vous avez la fonction publique, les personnels administratifs qui les emboîtent aussi les pas. Vous avez aussi les personnels infirmiers et les autres. Vous avez l'enseignement primaire et secondaire et professionnel, les enseignants, qui déclenchent le mouvement de grève à la veille de chaque année scolaire, ou soit ils fument les calipers avec le gouvernement, ils observent un peu, on laisse les enfants étudier pendant 3 mois, et puis on déclenche la grève. Vous avez le secteur de santé, avec les médecins, les infirmiers et autres professionnels de santé. Nous terminons avec la fonction publique, les fameux bâtiments Golgotha et les administrations provinciales, où on trouve les gros lots du personnel administratif. Je voulais parler de la bureaucratie. Les syndicats les plus forts et actifs, vous avez la PICUN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, de l'université de l'IPEN et puis de Lubumbashi. Vous avez les syndicats nationaux des médecins de la RDC, qui a pour siège les terrains à Sosa, quelque part là-bas à Kinshasa. Vous avez les SIECO, les syndicats nationaux des enseignants du Congo. Nous terminons par l'intersyndical de l'administration publique, les syndicats les plus populaires. Mais qui a été reçu dans il y a eu quand même des dialogues, là nous ne condamnons pas le gouvernement. Il y a eu les dialogues de Mboudi en 2004, les dialogues de Bibois en août 2024, et puis il y a eu les séminaires gouvernementaux, les différents séminaires gouvernementaux de Mbouela Lodge qui sont ouverts le Congo central pour tenter un peu de désamorcer les différentes crises. Je termine par rappeler que sur tous les budgets du gouvernement congolais votés à l'Assemblée nationale, en première lecture et puis en deuxième lecture au Sénat, nous trouvons toujours que plus de 50% du budget de l'État est affecté au paiement des rémunérations et surtout, dans ces 60%-là payés aux rémunérations, les personnels politiques viennent en première position. Vous avez les directeurs des cabinets, les conseillers, les personnels politiques, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, et on va ajouter à cette liste les conseillers communaux. Parce que le Premier ministre leur a promis que vous serez payés d'un moment à l'autre.
nous avons constaté que plus de 60% du budget national est affecté aux rémunérations, surtout au personnel politique et administratif, et moins de ressources sont affectées aux investissements, surtout Jojo Moulamba, dans les secteurs productifs porteurs de croissance qui doivent booster notre économie et améliorer notre PIB. D'accord, moi je vais vous revenir. Voilà. Je prends... Dans cette problématique, vous avez aussi les refus des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont refusé l'année passée, c'était le souhait du chef de l'État Félix Tshisekedi avant les élections, d'augmenter les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, y compris des policiers et des militaires. Voilà planter les décors. D'accord, Dieudonné Boinali, merci pour cette analyse qui nous donne de la matière afin de poursuivre cette émission. Dans mon mat, je vais vous poser la question de savoir, mais Dieudonné Boinali vient de le dire, 20 ans déjà que le gouvernement a signé un accord, aujourd'hui c'est 2024, mais il n'y a pas toujours le gouvernement n'arrive pas toujours à concrétiser. On a dit ici encore qu'il y a eu un accord de Bibois, mais d'après vous, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche le gouvernement, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qui empêche le gouvernement à pouvoir honorer ses engagements? C'est une très bonne question et je crois que le ministre de l'Éducation aurait été la mieux placée pour répondre pour y répondre, ou au mieux la première ministre Judith Suminwa, qui selon certains analystes au vu des différentes ou des multiples grèves qui sévissent en ce moment, sont allés jusqu'à prétendre que Madame Suminwa serait peut-être en train de se noyer dans un flot de grèves. Mais là, n'est pas le problème. Si on doit quand même essayer d'y réfléchir, d'y penser, c'est quand même, pour revenir un peu sur le propos de M. Boinali tout à l'heure, lorsqu'il vous parle du budget de l'État, depuis un certain temps, on vante ces budgets qui ne cessent de progresser. Et certains acteurs de la société civile ont dit plus de la moitié du budget est consacré au paiement des salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, le budget, c'est à 15 milliards. On va dire que c'est un budget de consommation. À un certain moment, c'était à 18 milliards. Mais ils ont dit, si le budget est tel que vous nous le présentez, mais augmenter les salaires des fonctionnaires, payer les arriérés des fonctionnaires, puisque... La vérité des chiffres. Puisque, qu'est-ce qui constitue la motivation profonde de grève? Ce sont des salaires insuffisantes. C'est des conditions de travail qui ne suivent pas. Puisque je veux vous dire, ce n'est pas un secret ici au Congo, chaque gouvernement, chaque mandataire nommé, chaque directeur nommé dans une entreprise publique, c'est des milliers et des milliers de personnes qu'on emploie. Puisque chacun va venir avec sa liste des nouvelles recrues, ça va se faire comme ça. Et à chaque fois que cela est fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque M. Boinali dit par exemple qu'on a 1 200 000 fonctionnaires de l'État, ces gens-là, pour la plupart, sont venus de cette façon-là. Là, c'est sans compter le militaire, le policier. Ces nombres-là, j'ajoute les personnels politiques. Souvent, on ne les compte pas. Vous avez les personnels politiques des différents cabinets ministériels, les conseillers au niveau du gouvernement central. Et puis, nous avons 26 exécutifs provinciaux. Chaque gouverneur travaille avec un cabinet et qui est souvent éléphantesque. Vous avez des ministres provinciaux qui ont des cabinets et des conseillers. Et ce sont des personnels qui sont payés par les trésors publics. On ne peut pas les ignorer. Je vois souvent des ministres compétents, par exemple celui de la fonction publique, dire que non, nous avons moins d'1 million d'agents fonctionnaires de l'État. Je dis non. Lui, il compte les agents mécanisés. Mais l'État a des agents aussi qui travaillent sous contrat privé. C'est-à-dire, ce sont des agents temporaires qui travaillent au sein des différents cabinets ministériels au niveau national et provincial. Et eux, au départ de ces ministres-là, on change de personnel. C'est un personnel qui est temporaire. Qui réclame à tout moment des indemnisations. Et ce sont eux qui sont payés avec des salaires vertigineux. Et pourtant, ceux qui travaillent réellement
ceux qui ont des numéros matricules, ceux qui sont là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont soit sous-rémunérés, soit ils ne sont pas payés, ils ne reçoivent que des primes, d'autres sont payés mais ils ne reçoivent pas des primes. Voilà les réalités de notre administration. D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné quelques éléments qui font à ce que nos amis, qu'ils soient médecins, qu'ils soient enseignants, puissent se retrouver tout le temps en état dégrévé. Mais il y a aussi autre chose que, encore une fois, comme l'a dit M. Bonal ici, ce qu'il n'a pas très bien souligné, c'est qu'il y a un écart profond entre, et je commence à venir à répondre un peu progressivement à votre question, c'est qu'il y a un écart profond entre les salaires que touche un enseignant et celui que perçoit quelqu'un qui travaille dans un cabinet ministériel, par exemple. Et c'est là que certains... Ils n'ont pas moins de 1500 $. C'est là que certains esprits ont été choqués lorsque Mme Soumino a appelé les enseignants à faire preuve de patriotisme. Mais attendez, sur une question de droit... C'est une politique de double standard. Oui, sur une question de droit, il ne faut pas faire appel aux notions de patriotisme. En ce moment, l'estomac n'a pas à voir avec les patriotisme. En ce moment, pour de nombreux analystes, ils disent en ce moment qui ont besoin de faire preuve de patriotisme, ce sont les politiques. Ce sont les gens qui travaillent dans des cabinets. Ce sont les membres du gouvernement. Parce que M. Bonal tout à l'heure l'a dit. De sur quoi nos élus? M. Bonal l'a dit. Oui. Sur le 60% du budget qui est consommé par les fonctionnaires, la grande partie de cet argent est payée aux institutions de la République. Primature, toujours en dépassement budgétaire chaque mois. Présidence, toujours en dépassement budgétaire. Assemblée nationale, Sénat. Les conseils économiques et sociaux. Chaque président, je ne sais même pas à quoi ça sert cette institution. Chaque président qui arrive, il achète des bus pour les personnels. On en fait l'écho dans nos médias. Mais attendez, ce sont ces gens-là qui doivent faire du patriotisme, qui doivent faire preuve de patriotisme en abandonnant certains avantages, en réduisant certains, en revoyant à la baisse leur salaire. C'est cet écart-là des salaires entre le fonctionnaire et le personnel politique ou le personnel d'emploi qui est une des raisons pour laquelle le gouvernement n'arrive pas à mettre fin à ces systèmes de grève. On peut aussi se dire, prendre des engagements et ne pas le respecter, c'est de la farce ou comment vous expliquez ça? C'est d'abord honteux. C'est d'abord honteux puisque un gouvernement, on dit par exemple du président qu'il est le père de la nation. On peut considérer un gouvernement comme étant le père à qui on a tout le pays, tout le peuple s'est confié et à qui le peuple a confié son destin. Et donc, il appartient à ces pères-là, j'ai parlé ici du gouvernement, d'être un peu plus responsable. Et lorsque vous avez un père, le gouvernement, qui brille dans des promesses non tenues, ça fait réfléchir. Il y a de quoi se demander quel type de politique avions-nous? Quel type de ministre avions-nous? À un certain moment, je crois qu'il nous faut rentrer en nous-mêmes et nous poser des questions au-delà de savoir quel type de politiciens nous avons, quel type d'hommes nous avons, nous demander en fait, de quoi sommes-nous faits, en fait, nous le Congolais. Puisque c'est inimaginable que chaque année, ça devient le même scénario. Ça devient une situation indescriptible alors. Chaque année, vous avez le même scénario, grève, le gouvernement fait des promesses, on retourne au boulot. Après, une année s'écoule, on revient à la même situation à la case de départ. On est dans un cercle vicieux. Oui, le cercle est toujours vicieux, comme vient de le dire dans Momato. Et ça, c'est tous les Congolais qui le constatent. On pouvait imaginer, on pouvait penser que les médecins ont trouvé déjà des solutions, les enseignants. Et alors, si le médecin revendique, si les enseignants revendiquent, alors les agronomes diront quoi? Puisqu'ils ont aussi de primes, mais quel type de primes? Les primes des agronomes. Si les agronomes revendiquent, mais il y a aussi d'autres corps de métiers aussi qui doivent aussi revendiquer. Il peut y avoir une très forte grève dans le pays, puisque, comme vous venez de le dire, il n'y a pas que le médecin ou les enseignants qui revendiquent. Lorsque vous allez, par exemple, dans la fonction publique,
Aujourd'hui, on loue par exemple les efforts de certaines régies comme la DGI qui font toujours des excédents en termes d'assignation. Mais autrefois, à chaque fois qu'il y avait, à chaque fois qu'ils réalisaient des performances, les agents qui y travaillent recevaient automatiquement de primes, ce qui est conforme à la loi. Mais aujourd'hui, allez demander si ces primes la suivent. C'est parce qu'ils ne manifestent pas. Mais c'est un des motifs qui peut leur pousser, dans cette vague-là, aussi de se dire, non, non, aussi on a... puisqu'ils ne sont même pas payés. Dieudonné Boinali, comment empêcher cette situation à détériorer la situation nationale, puisque le gouvernement suminois est sous pression et les enseignants ne travaillent pas. Cette situation est en train de paralyser même le fonctionnement des écoles. Les enfants n'étudient pas et dans les hôpitaux, les malades ne sont pas pris en charge. Comment éviter ces chaos? Bon, je pense que le gouvernement a plusieurs solutions sur la table, mais permettez-moi de revenir sur ce que mon estimé confrère Don Momat a dit. Je pense que nous avons aussi un sérieux problème de disparité salariale au sein de notre pays. Vous allez voir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes membres de l'Organisation internationale du travail et plusieurs autres organismes internationaux. Nous avons souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement, du programme des Nations Unies pour le développement. Il y a 24 heures, nous avons célébré la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Pour l'élimination de la pauvreté, dont le thème est le suivant: mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle et agir ensemble pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives. La célébration de cette année met en lumière l'une des dimensions cachées de la pauvreté, à savoir la maltraitance sociale et institutionnelle subie par les personnes en situation de pauvreté, et envisager les moyens d'agir ensemble pour promouvoir des sociétés justes, pacifiques, inclusives, conformément à l'objectif de développement durable 16. J'ai lu cet extrait parce que ça a un rapport avec la question que vous m'avez posée. Je pense le président de la République, nous tous nous l'avions suivi, Félix Tshisekedi, lors de sa prestation de serment, il avait prononcé un discours-programme et dans lequel nous retrouvons les 6 axes stratégiques de son programme. Et je me suis intéressé à l'axe qui parle de la réduction de la pauvreté, qui parle du social, et qui parle de la création des millionnaires et de la classe moyenne congolaise, afin de réduire la pauvreté. Maintenant, je me suis dit, bien avant cela, il a eu à obtenir un mandat. Il a eu un quinquennat. Et lors de ce quinquennat, il nous disait toujours, nous devons réduire les trains de vie des institutions. Mais jusqu'aujourd'hui, on attend toujours cette réduction du train de vie. Ça n'arrive pas. Au contraire, au lieu de réduire les trains de vie des institutions, ça augmente. Ça augmente toujours à un rythme vertigineux. Moi, je me dis, mais quelque part, il se pose un problème. Nous devons respecter nos engagements. Comme solution, pour mettre fin aux disparités sociales, à l'injustice sociale, mettre fin à une société inégalitaire, où vous avez une strate de la population, un groupe de gouvernants qui s'accaparent les gros du budget de l'État en se payant des salaires, des émoluments vertigineux. Et puis, en se lavant les mains avec le champagne. Et quand il faut débattre même de la question, vous allez voir les présidents de l'Assemblée nationale, bon, je ne parle pas de Vital Kamerhe, je parle de ceux qui l'ont précédé, décréter le huis clos. Comme c'est la matière sensible, c'est l'argent, on doit augmenter les émoluments des députés, des élus nationaux, des sénateurs, on décrète le huis clos.
quand c'est les sujets qui ne concernent pas l'argent, et ce n'est pas relayé à la presse. On met ça en direct. Ce n'est pas relayé par les médias que nous sommes. Je me dis non. Le gouvernement de la République, le président de la République fait partie de ces gouvernements, je pense lui-même, il doit prêcher par l'exemple. Moi, je soutiens le Félix Tshisekedi du début. Faire un peu comme... qui allait en voyage. Faire un peu comme Kassavoubou. Il faisait un peu comme Kassavoubou. Congo Airways. Voilà. Le chef de l'État voyageait avec Congo Airways. Et puis quand Félix Tshisekedi allait en mission, l'épée d'argent des missions qui restaient, on les voyait venir remettre ça au trésor public. C'est Félix Tshisekedi là que moi j'ai aimé, que je cherche encore à retrouver. Je veux voir le Félix Tshisekedi là qui dit aux députés, à la gouvernance, à l'administration Tshisekedi, il dit non. Ces fonctionnaires-là, 100 $, c'est peu. Ces militaires-là, ces policiers-là qui nous sécurisent, qui sécurisent la population, l'argent que nous lui payons, c'est peu. Comme on est en train maintenant de chanter la révision de la Constitution, moi je trouve qu'une institution comme le Conseil national de suivi de l'accord, si c'est... Comment on appelait ça? L'institution qui gère Olengankoy. L'accord cadre l'accord de la Saint-Sylvestre. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne trouve pas la raison d'existence de cette institution. C'est une institution qu'on doit supprimer et récupérer, par exemple, les budgets qui est alloué à cette institution, géré par mon ami Fumuto Tobasanga. On récupère ces budgets-là, on ajoute cet argent-là aux agents fonctionnaires de l'État, aux militaires et policiers. Vous avez aussi le Conseil économique et social. Quelle est sa contribution au rendement économique de notre pays? Quelle est sa contribution à l'augmentation de notre produit intérieur brut, à la production nationale? Moi, je ne les vois pas. C'est parmi les institutions, je pense, qu'on doit supprimer pour faire des économies. Et comme le gouvernement dit, il n'y a pas de moyens pour augmenter les salaires des agents fonctionnaires de l'État, voilà les moyens. Et lorsque on va augmenter ces moyens, il faut penser à nous, hein, chers gouvernants. Parce que l'idée vient de nous. Aux États-Unis, on dit les idées se vendent. Lorsque vous donnez une idée à l'administration, vous avez droit à une prime. Mais la prime viendra pour le présentateur de cette émission. C'est vrai qu'il faut réduire. Voilà. S'il vous plaît, vous répondez aussi à la même question. Hein, comment empêcher... Je termine aussi. Il y a aussi un autre exemple. Tous les 5 ans, je termine. Tous les 5 ans, nous organisons les élections. Nous voyons la CENI acheter des équipements, des matériels, des Jeep 4x4, des machines d'enrôlement des électeurs. Je me dis, moi-même, quand je m'achète un ordinateur avec mon petit salaire, j'ai fait 5 à 10 ans avec ça. Mais comment la toute-puissante CENI, c'est tous les 5 ans que le Trésor public doit lui acheter les matériels mobiliers et immobiliers. On doit acheter tous les 5 ans des Jeep 4x4 pour son administration. Je me dis, si ces matériels-là étaient bien gérés, on pouvait faire des économies et peut-être remplacer les matériels et les véhicules qui ne plient en bon état. Au lieu de dépenser par exemple 1 milliard 200 000 $ américains tous les 5 ans pour organiser les élections, on pourra dépasser dans les 600 millions. Et l'autre partie de l'argent, on investit, on augmente l'enveloppe salariale des agents fonctionnaires de l'État. Je vous dis, cette liste n'est pas exhaustive de Jojo Moulamba. Oui. Il y a plusieurs moyens. Si on fait bien des études, on bouche les trous, on lutte contre l'évasion fiscale, on élimine des institutions budgétivores, on réduit les trains de vie de l'État. C'est possible de payer dans ces pays un fonctionnaire de l'État, un militaire, un policier, 500 $ américains par mois. Donc, heureusement que M. Bonal vient de le dire, sinon j'allais lui en vouloir pour la vie. La question de corruption. Il faut lutter véritablement contre la corruption. C'est l'une des solutions pour parvenir à mettre fin au cycle de grève. Il faut, au-delà de réduire les trains de vie des institutions, au-delà de supprimer les institutions budgétivores qui ne font absolument rien, il faut combattre véritablement la corruption. Pas être dans le folklore que nous vivons. Avec, permettez-moi, l'IGF qui nous
nous pondent de temps à autre des dossiers pour lesquels il n'y a jamais eu de procès, pour lequel il n'y a jamais eu de remboursement de l'argent ou de la récupération de l'argent. De l'argent détourné. Et ça, c'est du folklore. Hein? Où vous avez une institution toute puissante qui lutte contre la corruption et qui s'est construit un immeuble de 8 millions. L'IGF produit des rapports. Qui s'est construit un immeuble de 8 millions. Les tribunaux qui devaient aussi faire le travail à leur place. L'IGF fait sa part. De 8 millions de dollars l'IGF fait sa part. Dans un pays où on a besoin de routes, dans un pays où on a besoin de payer les fonctionnaires, on se demande c'est où vous combattez la corruption. À ce propos, nous saluons le travail que fait l'IGF parce que ça nous a permis d'augmenter. Vous saluez. Je salue, oui. C'est mon opinion. Oui. Je salue le travail que fait l'IGF et les premiers des gendarmes financiers, Gilles Alinguette. Mais là où je vous rejoins, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que fait le gouvernement. On a construit un centre financier international de Kinshasa, et côté de qui on a construit aussi un centre de congrès de Kinshasa pour empêcher le fait que l'État lui-même, quand nous avons besoin d'organiser ou d'accueillir des grands sommets, d'aller louer des bâtisses privées par exemple. Même si nous en avons aussi comme le palais du peuple et puis d'autres comme le palais de la culture. Mais moi je me dis, les 8 millions, c'est là où je vous rejoins, je le disais tantôt, les 8 millions qui ont servi à la construction du nouveau siège de l'IGF, ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas contre ce qu'a fait Gilles Alinguette, nous voulons dire l'État congolais, c'est-à-dire mettre les inspecteurs de l'IGF dans les bonnes conditions de travail. Cela ne demande pas forcément de construire pour qu'ils soient à l'abri de la corruption. Ils ont eu des jeeps, ils ont maintenant un bâtiment, un bon cadre de travail. Mais moi, je me demande maintenant, les centres financiers aura servi à quoi? Parce qu'on aurait appris qu'on devait loger tous ces services là-bas, que ce soit l'IGF, la direction de la paye, les ministères des budgets, les ministères des finances, y compris même le ministère provincial des finances et du budget, parce que Kinshasa a le statut de la capitale. Donc voilà. On peut prendre certains ministères provinciaux, les loges. D'accord. Donc voilà. Donc il faut qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption. Voilà. Il faut que l'IGF puisse, au-delà de ce qu'il fait, c'est vrai, comme je l'ai dit, si on évoque certaines critiques négatives, cela ne dit pas pour autant que nous bottons en touche tout ce que l'IGF fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître que grâce au travail de l'IGF, il y a quand même un peu des craintes pour les voleurs. Il faut les appeler comme ça. Qui dénonçaient avant les voleurs. Et aujourd'hui, de plus en plus. Les voleurs en cravate. Et aujourd'hui, quand même, de plus en plus, ce qui est une bonne chose, on est au moins au courant des détournements qui se font. Puisque ça, ce sont des choses qui poussent la population lorsque vous avez eu l'info, ça vous donne le pouvoir. Lorsque vous savez que X, Y a volé, vous avez un autre regard sur cette personne. Ok? Mais il faut qu'il y ait un travail de fond pour que nous sentons vraiment que... Le magistrat doit entrer, le procureur doit entrer en scène. Oui, espérons que M. Constant Moutamba, qui passe, selon certaines analyses pour le médecin, à qui le président a confié la justice malade, va essayer de lui donner une thérapie choc pour que la justice soit également associée dans cette lutte contre la corruption, afin que nous puissions avoir le plus possible nos recettes dans nos caisses de l'État et bien les répartir. Il y a donc ça. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il faut qu'il y ait une société, il faut que notre société puisse produire. Okay? Nous sommes dans une société de consommation, pas une société de consommation comme on l'entend, hein, économiquement parlant. Mais ici, nous sommes dans une société de consommation dans le sens où nous ne produisons presque rien, mais nous consommons énormément. Où est-ce que l'État va trouver autant d'argent s'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires à la fois? Où est-ce que les gens vont trouver cet argent pour supporter cela? C'est presque impossible. L'État, les gouvernements risquent de se mettre la corde au cou. Et on va se retrouver tous nulle part. Mais au-delà de tout ça, moi je crois qu'il y a un véritable problème avec l'homme congolais.
tous ces changements doivent partir de l'homme congolais. Il faut que nous puissions nous remettre nous-mêmes d'abord en tant qu'hommes. Il faut que nous puissions interroger, questionner notre patriotisme, notre nationalisme. Que nous ne puissions pas regarder seulement les autres pour leur demander c'est comme vous avez dit, ça doit commencer chez les politiques d'ailleurs, chez Madame Suminois. Puisque mais l'exemple vient d'en haut. On ne peut pas demander à un pauvre fonctionnaire qui touche moins de 100 dollars américains d'être patriote, de travailler et sans avoir un salaire décent. Au moment où quelqu'un qui est mal logé, qui fait 2 heures de route pour arriver au centre, ils sont gracieusement payés. Dans l'embouteillage, il doit marcher parce qu'il ne peut pas se prendre la moto. À quelqu'un de comme ça, on ne demande pas plus que ça. On ne peut pas demander plus que ça. On peut demander à la personne qui, une fois nommée, on lui donne une villa à ma campagne. La personne voyage aux frais de l'État. Elle est payée, elle a des primes pour chaque voyage. Les soins de santé pris en charge par l'État, passeport diplomatique, et les indemnités de congés. C'est ça, c'est là qu'on doit demander les patriotes. Et les domestiques. Et même des domestiques payés par l'État. Ok, c'est à ces gens-là qu'il faut demander plus de patriotisme. Et j'ai dit qu'on doit redéfinir véritablement ce qu'est le patriotisme. On suit par exemple à chaque fois, de temps à autre maintenant, des campagnes sur nos militaires par rapport à la guerre qui nous est imposée dans l'est du pays. Je crois qu'il faut aussi des campagnes comme ça pour réveiller notre patriotisme. Que nous puissions faire les distinguos entre... Que nous puissions prendre conscience du bien-être collectif. Ça nous manque énormément. Nous savons, nous maîtrisons très bien le bien-être individuel. C'est comme ça qu'à chaque fois, vous avez du mal à répartir le pouvoir entre les partis politiques. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui arrive, qui était hier locataire à Salongo, à Rigini, Livoulou, et une fois nommé ministre, il a une villa à ma campagne à 2 millions de dollars, et on applaudit. Et ceux qui applaudissent, et ceux qui achètent, nous tous, nous n'avons pas de conscience du bien-être collectif. Nous n'avons pas conscience du bien-être de l'État. Et donc, ce sont des notions sur lesquelles on doit travailler pour avoir au finish des vrais patriotes, des gens qui penseront non seulement à eux-mêmes, mais qui penseront également à la redistribution, puisque l'un de tâches qui est demandée au gouvernement, dans tout le gouvernement, c'est même dans la Constitution, c'est de répartir équitablement le bien de la République. C'est-à-dire que, M. Jojo, vous êtes Congolais comme moi, notre pays a produit 10 millions ou 70 millions de dollars, au lieu que ce soit une personne qui les prend, qui les met dans sa poche et qui disparaît, qui réapparaît et on oublie, on lui pardonne. Non, la Constitution, notre Constitution demande à ce que les 70 millions de dollars puissent servir à tout le monde. C'est comme ça que cet argent devrait servir effectivement au forage. En ce moment-là, tout le monde se serait retrouvé, aurait bu de l'eau et on aurait évité les maladies d'origine hydrique. Voilà, donc il faut s'atteler à tout ça. Voilà, je voulais dire que aussi, s'il y a trop de grèves à répétition, c'est parce que les fonctionnaires aussi attendent des détournements chaque jour, 10 millions, 5 millions, 100 millions. Ça leur met la puce à l'oreille, il se dit, donc il y a de l'argent. Et tout ça, on doit lutter aussi contre les détournements. Et tout ça, ça énerve les enseignants. Bon, on n'a pas aussi oublié, il y a aussi des grèves dans les secteurs publics, du commerce, où il n'y a pas de SMIC, les salaires minimum. Je pense que le ministère du Travail doit penser aussi, et tous les membres du gouvernement compétents, à ce qu'on puisse instaurer un SMIC aussi dans les secteurs privés. On doit poursuivre le cours derrière le temps aussi. On a annoncé aussi un autre sujet au début de cette émission, et c'est la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui fait l'objet de négociations à Luanda, capitale de l'Angola, et c'est sous les auspices du président angolais, Joao Lourenço. Plusieurs réunions ont été déjà tenues. La dernière a permis aux deux parties, la RDC et le Rwanda, de se mettre d'accord sur certains points, et notamment la mise en œuvre d'un plan de neutralisation des FDLR et aussi le retrait des troupes rwandaises. Dans les tout prochains jours, une autre réunion va se tenir pour enfin s'accorder sur l'exécution de ces décisions. Et puis, il y a aussi des voix qui se sont levées pour réclamer justice par rapport aux atrocités, aux crimes de guerre et
contre l'humanité commis dans la partie est du pays. La Cour pénale internationale va ouvrir ses voies, demande à la Cour pénale internationale de mener une enquête afin d'établir les vraies responsabilités. Dieudonné Boinali, déjà au regard de cette situation, que pensez-vous sur la manière dont la solution doit être trouvée pour que la RDC, l'autorité de l'État, soit restaurée dans cette partie du pays? Bon, moi, j'ai toujours dit la communauté internationale, je parle des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, et la SADC au niveau même régional, la conférence internationale des Grands Lacs, doivent aider les États à coopérer, à avoir une coopération de développement. Parce que si nous unissons nos forces, nous coopérons pour le développement économique, et puis nous mettons en place un climat des affaires propice aux investissements, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans tous les pays de la région. Nous pacifions cette région. Nous allons donner de l'emploi aux milliers d'Africains qui en manquent. Nous allons donner de l'électricité, de l'eau potable. Moi, quand je l'ai dit, je me réfère au père fondateur de l'Union africaine, au père fondateur du NEPAD, nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. Je me demande souvent, quand nous nous combattons, nous faisons des guerres en Afrique, est-ce que nous le faisons dans la vision des pères fondateurs de l'Union africaine et des différentes organisations que nous avons en Afrique, ou soit nous le faisons pour nos intérêts politiques, privés et économiques? Je pense que nous devons saluer toutes les initiatives prises de gauche à droite, dont l'accord de Luanda, qui tente de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais on ne doit pas aussi se faire distraire par tous ces accords. Les accords, ce n'est pas la première fois qu'on les signe, qu'on puisse les avoir. On a eu par le passé à signer des accords avec le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de la région. Et une chose est de signer les accords, une autre est de savoir les respecter. Or, dans la région, nous avons des États, des hommes politiques qui se sont spécialisés dans le non-respect des accords. On les appelle les États voyous. Voilà. On a eu même à inviter ces mêmes États. Bon, quand vous dites non, nous hébergeons vos ennemis. Nous hébergeons les voleurs. Vous-même. Nous hébergeons les voleurs qui viennent chaque jour entrer par intrusion dans votre parcelle, qui viennent voler des lampes, des poules, des chèvres, des porcs. Venez vous-même les traquer chez moi. C'est comme j'invite dans mon mat qui me répond toujours, moi, les voisins, que non, je suis toujours à la base de l'insécurité dans sa parcelle. Mais Dieudonné Boinali, j'invite mon mat. Mais si ces mécanismes n'ont pas permis de rétablir l'autorité de l'État en République démocratique du Congo, qu'il faut-il faire? Moi, je pense, tout en prenant des engagements au niveau international, la République démocratique du Congo ne doit pas se laisser distraire. On doit continuer à réorganiser notre armée, notre système de défense. A dit ce matin ou hier, il faut continuer à recruter les jeunes, renforcer la police nationale, l'armée nationale, les services de sécurité. Continuer à nous organiser sur le plan administratif. Nous avons aussi un sérieux problème, la distance entre l'administration et les administrés. Il y a des endroits où il n'y a pas une forte présence policière et militaire. Vous avez des endroits, des coins, des recoins de notre République où l'administration n'est pas là. Quelqu'un a besoin d'un document, par exemple pour les mariages, pour chercher de l'emploi. J'ai besoin d'un certificat de bonne vie et mœurs, d'une association de naissance. Quelqu'un a besoin d'un passeport. Il est à Matadi, il doit venir ici. Il est à Matadi, il doit venir à Kinshasa. Il est par exemple à Manono, il doit venir à Lubumbashi.
il est par exemple à Aru, il doit venir à Kisangani juste pour un papier administratif. Je pense qu'on doit rapprocher notre administration publique des administrés sur les plans civils, militaires et policiers. Et puis, il faut aussi donner aussi les moyens de fonctionnement à ces administrations. À quoi ça sert de nommer un administrateur du territoire, mais vous ne lui donnez pas les moyens de fonctionnement? Il n'est même pas véhiculé. À quoi ça sert de nommer un administrateur du territoire? Il n'a même pas de personnel. Comment lui-même il doit couvrir toute l'étendue de son territoire et faire chaque fois un rapport à la hiérarchie? C'est ce que moi je conseille au gouvernant. Mais concernant l'accord de Luanda, il y a un petit élan d'optimisme. Nous connaissons le président angolais Lourenço. C'est quelqu'un qui connaît bien les problèmes de la région. C'est un ancien ministre de la Défense, un patron des renseignements. Donc, ce n'est pas un néophyte, ce n'est pas un parvenu à la tête de l'Angola. Il connaît bien les problèmes du Congo, il connaît bien les désidératas du Congo et ceux du Rwanda. Il sait ce qu'il doit faire pour ramener la paix dans la région. Nous avons besoin de la paix pour opérer, par exemple, donner des jambes au corridor de Lobito. Vous avez suivi qu'il est ministre des Infrastructures de l'Ouganda. Je reviendrai vers vous. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une route qu'on doit construire d'intégration africaine. Je dois prendre aussi Don Momat qui peut répondre aussi à la même question. Il y a un élan d'optimisme dans cet accord et dans ces négociations. Ça dépend de quel côté on se trouve ou de quelle façon on prend l'évolution de la situation. Oui, au regard de ce qui a été décidé lors de la dernière réunion. On peut se dire qu'il y a un élan d'optimisme, oui, mais il faut, comme le disent beaucoup de gens, il faut être très prudent avec ces accords. Bona l'a dit tout à l'heure ici, ça ne sera pas le premier accord, déjà qui n'est pas encore signé, jusque-là l'accord n'est pas encore signé. Ce sont des engagements qu'on a pris comme ça, et des engagements d'ailleurs qui paraissent un peu flous. Lorsque je suis par exemple notre ministre des Affaires étrangères dire il faut commencer par reconnaître les griefs des uns contre les autres. En même temps, vous parlez de l'intégrité et de la souveraineté nationale. Je me dis, c'est quoi que le Congo a fait au Rwanda pour que nous puissions reconnaître nos erreurs, nos fautes par rapport au Rwanda. Parce que le Rwanda déclare que les Tutsis qui sont en RDC sont menacés. Voilà. Et cet argument tient au niveau international. Non, ça ne peut pas tenir. Mais ça c'est la faiblesse justement de notre lobbying. Voyez-vous, le Rwanda a un discours, ça fait des années, depuis pratiquement 1994-1996, le Rwanda a le même discours et le Rwanda reste constant dans son discours. Alors que nous sommes volatiles. Aujourd'hui, on dit non, il faut commencer par reconnaître les griffes que nous nous sommes fait. Attends, nous étions chez moi, j'étais chez moi, quelqu'un vient, le petit frère de mon voisin vient, il entre chez moi, et puis c'est vrai qu'il commence à faire des petits troubles, et puis son grand frère vient, il commence à je viens chercher mon petit frère ici. Il commence à frapper chez moi, il commence à envoyer des bombes chez moi, il commence même à envoyer ses autres cousins à venir s'installer. Non seulement ça, ils se sont battus chez eux, à venir s'installer chez moi. Ils nous ont renvoyé plus de 400 000 réfugiés, dont certains étaient armés. Il y a eu génocide, voilà. Il y a eu génocide au Rwanda, ça a été à la base de notre génocide plus grand le premier, dont on était dans l'histoire jusque-là. Et avec ça, vous dites, il fallait commencer par reconnaître les griffes des uns et des autres. Bon, voilà. Espérons que malgré ça, le plus important, c'est que effectivement que le Rwanda puisse d'abord retirer ses troupes de la RDC. Là encore, il faudra observer et voir ce qu'ils vont faire, puisque ça, ce ne sont que des intentions, des bonnes volontés jusque-là. Le Rwanda a dit, bon voilà, vous chargez-vous de maîtriser le FDLR, alors nous, on va réduire, c'est au fait ça, nous, on va réduire... la présence militaire. On va réduire notre mécanisme de défense, c'est ce qu'ils disent. C'est au fait leur mécanisme de défense qui les a poussés à venir au Congo. C'est au fait ça. Et nous, on dit, ok, pourvu qu'on ait la paix,
Hein, voyez-vous un peu aussi Et notre faiblesse quelque part. Hein, voyez-vous un peu notre faiblesse quelque part. On dit, ok, si on peut aboutir à une paix, si on peut aboutir au départ des vautours, on accepte. Il faut de la fermeté, oui. Bon, on parle aussi, on parle après avoir évalué nos forces et faiblesses. Je crois, sur le lobbying international, on ne doit pas se les cacher. Le Rwanda a quelque part d'avance que nous. Et on doit se rattraper sur ce plan-là. On doit construire un argumentaire. On doit vendre cet argumentaire. On doit faire admettre à tout le monde notre argumentaire, notre propre histoire. Voyez-vous? Et ça, vous allez remarquer dans tout ce qui arrive, lorsque vous-même vous n'avez pas encore réussi à construire votre propre narratif, celui des autres, qu'il soit erroné ou pas, ça sera celui qui sera pris avec considération. C'est dans la situation où nous sommes. Il nous faut construire un nouveau narratif sur la guerre de l'Est et parvenir à l'imposer au niveau international. C'est sur ça que nous devrons énormément travailler. Mais si nos amis rwandais acceptent tout de même de retirer leurs troupes, c'est déjà une bonne chose. Et tout à l'heure, M. Bonali a dit, et même la première ministre l'a dit à Bruxelles où elle se trouve en ce moment, elle dit, en même temps que nous négocions, nous travaillons, pourvu que ce soit également vrai, nous travaillons sur la montée en puissance de nos forces armées. Ça, on ne le dira jamais. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Et on prépare la guerre en ayant une armée bien formée, bien équipée et bien rémunérée. Là encore, on revient à la situation du départ où on parlait des grèves, même si l'armée c'est la grande muette, mais il faut reconnaître que nos militaires ne sont pas aussi bien payés que ça, puisqu'ils font partie des fonctionnaires qu'on a cités ici. Ok, même si il y a un effort aujourd'hui de plus en plus considérable de la part du gouvernement de revoir cela, mais jusque-là, leur salaire est encore insignifiant. Donc, il faudra, encore une fois, on va parler question des salaires, encore une fois, on va parler question de la réduction des trains de vie des institutions, on va parler encore une fois de la priorité dans l'affectation des dépenses, puisque parfois, vous attendez qu'il y ait un naufrage au sud Kivu pour envoyer 10 délégations des ministres qui vont se taper des primes, des frais d'émission, alors qu'ils peuvent rester ici. Au Congo, il y a des services, il y a des services étatiques qui peuvent gérer les situations de crise sur place. Donc, on doit vraiment réfléchir à tout ça. Et ça part de l'organisation interne du pays. Nous-mêmes, on doit s'organiser, on doit résoudre nos problèmes, on doit réfléchir un peu plus intelligemment que nos voisins. Hein? Par exemple, à parler de la région. Et savoir anticiper sur les choses aussi. Surtout l'anticipation. Et ça commence d'abord par régler nos problèmes. Regardez par exemple aujourd'hui, nous sommes focus sur la révision de la Constitution. Nous sommes focus sur la révision de la Constitution. Alors qu'il y a des grèves à côté de nous, alors qu'il y a le Rwanda qui nous terrasse un peu tout le temps, il faut qu'on sache aussi prioriser les questions. Personnes de taxes à Bunagana. Oui, on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, des montants extrêmement énormes que le M23 tire de la vente de nos minéraux mensuellement. Et pendant ce temps, nous on discute de la révision de la Constitution. C'est vrai que cette Constitution doit être révisée. Ça, c'est clair. Toute œuvre humaine est imparfaite. Et tant qu'il y a la possibilité d'améliorer, il faut le faire. Mais on doit aussi savoir quels sont les sujets prioritaires sur lesquels nous devons travailler et travailler de façon harmonieuse et avec tout le monde en tant que Congolais, en tant que fils et filles d'une même nation. Dans mon maître, Dieudonné Bonali, tous des journalistes à Géopolis Forum, donc journalistes politiques, Dieudonné, journaliste économique, merci de vos analyses, de vos réflexions autour sur les deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Merci à vous, merci à l'équipe technique, Neka Bamajan Mukendi, pour le travail que vous avez réalisé. À vos fidèles téléspectateurs, merci aussi à vous pour votre aimable attention. Vous avez aimé cette émission, écrivez-nous sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans et nous espérons vous revoir très prochainement avec le même plaisir et d'autres sujets intéressants. Respectez. On les conseille, mais on va pas de l'homme.